c'est le Numéro 1, septembre-octobre 1964, 1 franc 50, avec publicité pour la collection cinéma d'aujourd'hui, disparu également, comme Segers, éditeur disparu également. Alors je vois effectivement Vajda, Houston, Milos Forman, L'Insoumis d'Alain Cavalier. Ben voilà, c'était déjà un bon créneau. Donc je suis Lucien Logette, directeur de publication et rédacteur en chef de la revue Jeune Cinéma, qui vient de fêter son cinquantenaire. Découverte du cinéma de bonne heure, assez tôt, avec les ciné-clubs de lycée, de collège dans les années 50, 60 également. Découverte du cinéma par la Cinémathèque, au début des années 60, c'était une période rêvée pour découvrir des films et découvrir le cinéma. Et puis à part ça, un itinéraire avec le cinéma, ça rapporte pas, donc un emploi normal de professeur d'éducation physique, et puis qui n'empêchait pas de s'intéresser au cinéma en même temps. Et voilà. Et puis à force de regarder des films de temps en temps, on a envie d'écrire un peu dessus, et puis voilà, c'est comme ça que ça démarre, et puis c'est une fois le doigt dans l'engrenage de la critique, on ne le quitte plus. Je ne sais pas si on a vu justement le dernier numéro où il y a à la fois les débuts et la fin, voilà, 50 ans entre les deux, quoi. C'est 50 ans qui passent comme un clin d'œil. Jeune Cinéma a été créé par Jean Delmas, qui était à l'époque le président de la Fédération française des ciné-clubs de jeunes, c'est-à-dire les ciné-clubs de lycée et collège, qui était né non pas d'une scission, mais une sorte de sous-fédération à l'intérieur de la Fédération française des ciné-clubs, qui est quand même très importante dans les années 50. Et Jean Delmas s'intéressait beaucoup au cinéma pas pour enfants, mais surtout pour adolescents et lycées, puisqu'il était prof d'histoire géo, et j'étais son élève d'ailleurs en terminale, c'est pour ça que je l'ai connu d'assez près. Et donc il a créé cette revue en 1964. Toutes les fédérations de ciné-clubs de l'époque, il y en avait quand même beaucoup, avaient chacune leur revue, c'est-à-dire Cinéma 55, 56, 57 pour la Fédération française des ciné-clubs, Image et Son qui est devenue la revue du cinéma pour l'UFOLEIS, Téléciné pour la FLEC, c'est-à-dire voilà, parce que c'était une revue de cinéma était considérée comme complémentaire de la programmation des ciné-clubs, c'est-à-dire à la fois du catalogue et des présentations de films. Donc il a créé cette revue en septembre, enfin le premier numéro est sorti en septembre 64, pour servir non pas de bulletin de liaison, mais effectivement d'accompagnement, de complément à la programmation du ciné-club. Et c'était une programmation assez pas spécialisée, mais qui était axée sur des films non commerciaux, puisque c'était le boulot des ciné-clubs de passer des films qu'on ne voyait pas ailleurs. Et la Fédération Jean Vigo était assez spécialisée dans les films des pays de l'Est, les films tchèques, les films polonais, les films hongrois, parce qu'ils avaient une tradition, la tradition des pays socialistes de l'époque, c'est-à-dire de s'intéresser beaucoup au cinéma pour enfants et adolescents. Donc Delmas et sa femme Ginette avaient beaucoup de contacts avec
avec les pays étrangers, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne et compagnie, et l'URSS. Et donc la possibilité d'avoir pas mal de films non commerciaux qui venaient directement de là-bas. Donc la revue a été lancée sur cette base-là, avec ce dessin-là de vouloir compléter le catalogue et la programmation, mais avec une volonté de, non pas de vulgarisation, parce que Delmas il détestait ce mot-là, mais de simplicité. C'est-à-dire, les années 60, c'était quand même la grande époque des cahiers du cinéma, collection la série jaune encore, qui était quand même une cinéphilie un peu exigeante, austère, au début de la Nouvelle Vague et compagnie. Positif, qui était aussi une revue qui marchait déjà en 64, qui était devenue presque régulière, parce qu'elle avait été assez irrégulière dans les années 50. Mais qui étaient des revues un peu pour spécialistes, pour cinéphiles, pour gens qui s'y connaissaient un peu. Delmas voulait surtout faire une revue qui soit une revue d'ouverture sur un cinéma pour inconnu, mais compréhensible par les gamins à qui ça s'adresse, enfin les gamins. La tranche d'âge entre 12 et 18 ans auquel ça s'adressait, c'est-à-dire un langage non jargonnant, des analyses claires, simples, pédagogiques, etc., de façon à pouvoir être compris par tout le monde. Et en plus, une volonté de considérer la critique pas comme un terrain réservé à des gens qui ne faisaient que ça, c'est-à-dire à des critiques entre guillemets, mais la critique devait être pratiquée, comme la poésie selon Lautréamont, la critique pouvait être pratiquée par tout le monde. Sur les 50 ans, oui, parce que Delmas est mort en 79, donc il a dirigé la revue pendant 15 ans seulement. Après, ça a été André Tournès, qui était son assistante, qui était une amie, une présidente qui l'a remplacée comme présidente de la Fédération Jean Vigo à l'époque, quand Delmas est mort, qui était absolument dans la même ligne, c'est-à-dire non plus la pédagogie, mais la clarté, la simplicité et le fait surtout de pouvoir être compris par tout le monde. Alors après j'ai repris le flambeau, j'ai été nommé rédacteur en chef en 92, et je me suis, comme j'avais été formé un peu par ce genre de pratique, je me suis efforcé de garder cette espèce de ligne qui est une ligne de la clarté, pour la ligne claire comme pour la BD, un peu l'espèce de fait que Pouvoir Jeune Cinéma peut être lu par tout le monde sans avoir besoin de passer, d'avoir un CAPES de sémiologie pour comprendre, comme certaines revues à l'époque et certaines revues encore maintenant. Voilà. Ah oui, c'est un film de Mongolie extérieure, un film de Chen Liming que j'avais vu au festival de Mannheim, qui n'est jamais sorti, qui sortira jamais, mais qui était un film très important parce que le cinéma mongol, le cinéma mongol extérieur est quand même n'arrive jamais en France, donc il fallait absolument qu'il y ait au moins une revue qui présente ce bonhomme, quoi. Je sais pas si la revue a évolué. Elle a évolué comme le cinéma a évolué. On voit plus le cinéma maintenant comme on le voyait dans les années 60. C'est-à-dire, à l'époque, c'était quand même un peu, pas un peu réservé à un certain monde, mais l'arrivée de la cassette vidéo et du DVD, par exemple, a complètement multiplié les possibilités d'accès au cinéma. Donc on ne voit plus le cinéma maintenant. À l'époque où on était obligé d'attendre la programmation d'un film une fois tous les 5 ans à la cinémathèque, ou que le film, la copie revenait, etc. Maintenant, c'est différent, c'est-à-dire tout est accessible. C'est extraordinaire par rapport à ce qu'on attendait du cinéma dans les années 60, mais en même temps, c'est terrible parce que la multiplicité des sources, des supports et des possibilités d'accès au film, et c'est effarant. Enfin, donne le vertige. Bon, alors la revue a évolué. Pas beaucoup, je trouve. C'est-à-dire que si on prend les premiers, la spécificité de Jeune Cinéma dès le départ, et ça s'est voulu comme ça, c'est-à-dire c'est une revue modeste, petit format, pas cher, artisanale, bénévole et compagnie. Donc c'était pas question d'aller courir sur les brisées des cahiers ou même de Positif ou de toutes les revues qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire de la revue du cinéma, d'Images et Son, de Cinéma 64, etc., qui étaient des revues qui avaient des gros moyens, qui étaient des revues soutenues, publicité et compagnie. Donc il fallait trouver un créneau, ou choisir un créneau qui fasse que la revue parle de cinéma dont on ne parlait pas ailleurs.
Alors à l'époque, il y avait quand même beaucoup de revues, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on a été les seuls à parler de Milos Forman ou de Jerzy Skolimowski ou de je sais pas quoi, de Miklos Jiangso par exemple, ou de Polanski à l'époque, puisque c'était les premiers films de ces gens-là qui arrivaient. On n'était pas les seuls à en parler. On a peut-être été les seuls à en parler aussi longtemps. Et comme toutes ces revues ont disparu maintenant, sauf les cahiers ou positifs, qui s'intéressent à un cinéma beaucoup plus grand public, enfin un peu plus large, la spécificité de la revue, c'est de garder ce créneau. C'est-à-dire on ne va pas à quoi bon parler de Woody Allen ou de John Boorman parce que Positif le fait ou les cahiers le font quand ils ont envie de le faire de façon beaucoup plus détaillée avec des moyens qu'on n'a pas. Donc on s'intéresse et depuis 50 ans, puisque ça y est, on a passé le cinquantenaire, on s'intéresse à un cinéma dont on ne parle pas ailleurs, on en parle peu ailleurs. Si je reprends la liste de tout ce que j'ai vu comme premier film un peu maladroit, mais où on sentait un peu la flamme du cinéma, ils ont fait cela, ils ont réussi, ils en font un deuxième qui est un peu plus avec un petit peu plus de moyens, puis des fois un troisième s'ils ont vraiment de la chance, etc. Mais enfin, voilà, et ces démarches, ça m'intéresse plus de regarder ça et de parler de ça que de parler d'André Téchiné ou contre qui j'ai rien ou de Olivier Assayas, que je trouve très bien, mais je veux dire, tout le monde en parle, les journaux en parlent, les périodiques, Télérama, les Inrocks, n'importe qui. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui n'ont pas les auteurs ou les cinéastes ou futurs cinéastes qui n'ont pas les moyens de trouver un public et au moins une petite chambre d'écho comme ça, même si c'est modeste et minuscule, mais enfin au moins ça existe, ça laisse une trace à la fois sur le papier et sur Internet éventuellement. Non. Comment il s'appelle déjà ? Win-Win, oui, bien sûr, je suis bête. Qui est un film découvert au festival de Mannheim, en Allemagne, un film hollandais de 2010, remarquable. C'est-à-dire qu'il est un film sur la finance, sur les traders, etc., qui vaut largement le film avec Mike Oldman, La Monnaie, le film d'Oliver Stone et tout ça, qui n'est pas sorti parce qu'il n'est pas sorti des frontières de la Hollande, sinon pour être présenté à Mannheim. Mais c'est pareil, ça me paraissait le film à sortir, le film du mois à promouvoir. Ben voilà, il sera en couverture. Et à chaque fois qu'on sort un numéro, on s'attarde toujours je m'efforce de trouver une couverture qu'on trouve pas ailleurs, c'est-à-dire qu'il soit pas le dernier Scorsese ou le dernier Assayas, même si c'est des films que j'aime bien, je veux dire, c'est pas la peine d'en rajouter ou quoi. Alors oui, j'aimerais que ça soit important, je voudrais que ça soit important en définitive. Oui, parce que ça permet de gagner 50 spectateurs de plus dans le meilleur des cas. Mais vous savez, je suis en train de lire les mémoires, pas les mémoires, les entretiens de Michel Simon en ce moment là, quand il dit qu'il se constate que un film deux films avaient été défendus, je sais plus, j'ai oublié les titres, deux films avaient été défendus par des pages entières dans Le Monde, dans Libé, dans Télérama, je sais plus quel film c'était, hélas, et avait rapporté chacun, après autant de publicité, autant de trucs comme ça, autant de points de soutien critique, avait ramassé en première semaine chacun entre 3000 et 5000 spectateurs à Paris, c'est-à-dire des cacahuètes, quoi. Donc que des films soutenus par des médias aussi importants récupèrent 3000 spectateurs. Si Jeune Cinéma soutient un film et qu'il en récupère 50 ou 100, je trouve que le boulot est fait. C'est pas ça qui va donner un grand retentissement médiatique au cinéaste, mais enfin au moins le film aura laissé une trace quelque part. Voilà.